En 1998, un plongeur a détecté un étrange blip sonar à proximité de l'épave du Titanic. Ce signal a intrigué les scientifiques pendant plus de 20 années. Le sonar indiquait clairement qu'un immense objet se dissimulait auprès de l'épave la plus célèbre de l'histoire. Les chercheurs ne parvenaient pas à déterminer s'il provenait d'une autre épave, d'une formation géologique ou de quelque chose d'inattendu. Le mystère n'a été élucidé qu'en 2022. Paul-Henri Narjolet, le plongeur ayant découvert ce blip, s'est associé à d'autres chercheurs pour mener une nouvelle expédition. Ils ont révélé un récif profond, constitué de multiples formations volcaniques et grouillant de vie marine, à 2900 mètres sous la surface. Ce récif s'est avéré être la source du mystérieux blip détecté par le sonar. Éponges, coraux, poissons, homards et autres créatures y ont été observés au sommet de la crête de basalte. L'équipe a réalisé de nombreuses photos et vidéos et prélevé des échantillons d'eau pour des études ultérieures. Des modèles informatiques sont employés pour comprendre comment les animaux et les plantes y survivent dans de telles profondeurs. Cela aide les chercheurs à élucider l'ancien mystère de la dispersion des éponges et coraux dans l'océan, qui nécessitent un support solide pour croître et se multiplier, mais survivent aussi en zones boueuses où ces surfaces sont rares. Ces recherches s'inscrivent dans un projet plus vaste, visant à examiner comment les mondes sous-marins fragiles pourraient évoluer ou persister à l'avenir. Un autre mystère près du Titanic restait à explorer selon Narjolet. Il avait observé un autre écho, situé entre le Titanic et un récif récemment découvert il y a déjà longtemps. Narjolet estime que ce nouvel objet mystérieux pourrait surpasser le récif en taille. Le Titanic repose sur le fond océanique en deux immenses fragments orientés dans des directions différentes. Après le naufrage, les chaudières, qui indiquent le lieu précis de l'engloutissement, furent retrouvées à environ 180 mètres à l'est de l'arrière du navire. La proue demeura intacte lorsqu'elle toucha le fond, tandis que la poupe fut entièrement déchiquetée par les implosions subies lors de sa descente. L'air emprisonné dans la structure ne put résister à la pression croissante de l'eau en profondeur. Certains survivants du célèbre naufrage avaient affirmé avoir vu le navire se briser en deux au moment de couler. D'abord, personne ne les crut. Mais il est désormais avéré que le Titanic se scinda effectivement entre sa deuxième et sa troisième cheminée durant sa plongée. Il fallut 2 heures et 40 minutes au navire le plus célèbre de l'histoire pour sombrer complètement. La collision permit à l'eau de submerger 6 des 16 compartiments étanches. À mesure que l'eau s'engouffrait par le côté tribord, le navire commença à pencher vers l'avant et légèrement vers la droite. Vers minuit, les compartiments endommagés refoulèrent de l'eau dans les autres. L'eau pénétra par les trous de chaînes d'ancre et, à 2 heures du matin, la proue sombrait tandis que les hélices de la poupe se soulevaient hors de l'eau. L'inondation se poursuivit jusqu'à ce que la proue disparaisse sous l'eau, la poupe s'élevant alors à un angle abrupt d'environ 45 degrés. Le poids de ces immenses hélices mit à rude épreuve le milieu du navire. L'acier ne put résister et céda. Les survivants décrivirent ce moment comme un bruit sec, semblable à de la porcelaine brisée. C'était la structure supérieure du Titanic qui se rompait. À 2h12 du matin, la proue et la poupe n'étaient plus reliées que par la structure intérieure du fond. Quelques minutes plus tard, la proue, pesant approximativement 16 000 tonnes, se détacha de la poupe. Elle se redressa brusquement jusqu'à une position presque verticale et commença à sombrer lentement. À 2h20, elle disparut sous les eaux. Lors de la descente, les grandes cheminées furent arrachées, entraînant avec elles câbles et autres éléments du pont du navire. Le mât avant se brisa également et s'effondra sur la zone du pont, détruisant probablement la timonerie où le capitaine dirigeait le navire. La proue descendait à environ 37 km/h et atteignit le fond près d'une demi-heure avant la poupe. L'impact fut si violent qu'il déforma et brisa encore davantage des parties du navire. Les ponts situés à l'arrière de la proue s'effondrèrent les uns sur les autres. La zone du pont, lieu de commandement du navire, apparaît particulièrement endommagée, comme si un poing géant l'avait écrasé. Le toit et les côtés des quartiers des officiers ainsi que la salle de sport furent enfoncés et les balustrades déformées vers l'extérieur. Certains experts supposent que lorsque la proue cessa soudainement de couler,
Une puissante explosion d'eau, provoquée par cet arrêt brutal, s'abattit sur l'épave, accentuant encore les dégâts. Quant aux dommages initiaux causés par la collision avec l'iceberg, ils sont désormais enfouis sous la boue et invisibles. Si vous envisagez d'aller observer l'épave par vous-même, il faut savoir que les eaux autour du Titanic demeurent extrêmement dangereuses. Les icebergs restent encore une menace dans la région. En 2019, 1515 d'entre eux ont dérivé assez au sud pour pénétrer sur les routes maritimes transatlantiques entre mars et août. Ensuite, la lumière du soleil ne pénètre qu'à environ 1000 mètres sous la surface, au-delà de laquelle règne l'obscurité totale. La zone où repose le Titanic est surnommée la zone de minuit, car il ne s'y trouve absolument aucune lumière. Lors des descentes scientifiques, il faut plus de 2 heures pour traverser ces eaux d'un noir d'encre, avant que le fond océanique n'apparaisse sous les projecteurs du submersible. La visibilité y est très limitée, car les lumières n'éclairent que quelques mètres devant, rendant la navigation périlleuse. Pour s'orienter, les explorateurs se servent de cartes détaillées du site, élaborées sur de nombreuses années, et d'outils spécifiques comme l'accéléromètre et le gyroscope pour suivre la position et l'orientation du navire. Malgré cette technologie, il reste très difficile de se repérer. Par ailleurs, plus la descente est profonde, plus la pression de l'eau environnante augmente. Au fond, où repose le Titanic, elle atteint environ 390 fois celle de la surface, soit environ 40 mégapascales, obligeant les submersibles à posséder des parois extrêmement épaisses pour survivre à ces conditions et protéger leurs occupants. Les courants sous-marins ne sont pas aussi puissants qu'en surface, mais ce que l'on appelle des tempêtes benthiques peut parfois générer des courants capables d'emporter des objets du fond océanique. Le Titanic en subit les effets. Les courants locaux circulent surtout d'est en ouest et du nord-ouest au sud-ouest, mais leur direction peut changer fréquemment, notamment autour de la proue de l'épave. Les experts estiment qu'au fil du temps, ces courants déplaceront assez de sable et de boue pour recouvrir l'épave de couches sédimentaires. Après plus d'1 siècle passé sous l'eau, le Titanic a lentement commencé à se décomposer. De minuscules microbes en ont rongé le métal, formant des stalactites de rouille appelées rusticles, lesquels accélèrent encore la détérioration, particulièrement à l'arrière. Selon les scientifiques, cette partie se décompose 40 ans plus vite que l'avant. L'épave s'effondre progressivement chaque année, mais tant qu'elle n'est ni touchée ni visitée, elle reste majoritairement intacte. Enfin, les chercheurs ont découvert que d'anciens glissements de terrain massifs s'étaient produits autour de l'épave, envoyant des tonnes de sédiments glissés depuis la pente continentale voisine. Le dernier événement de ce type remonterait à plusieurs dizaines de milliers d'années, avec des dépôts atteignant 100 mètres d'épaisseur. Mais ne vous inquiétez pas, ces phénomènes restent extrêmement rares.